Alors, Amélioration à ce niveau-là aussi. quel est ton faux prénom? Mon propre nom, Non, ton faux prénom. mon faux prénom, donc Dave. Ok, Dave. Maintenant qu'on a ton faux prénom, Dave, je te rappelle que je t'ai informé que cet appel était enregistré à des fins pédagogiques et éducatives pour les autres lecteurs de mon site, membres VIP, homme-d'influence.com/VIP, etc., etc. Et je rappelle que tu bénéficies de ce phone coaching gratuitement à l'heure à peu près de ton choix, sauf pendant mon déjeuner, car tu es VIP. C'est un des bénéfices qu'ont mes membres VIP. Hier j'ai même répondu un dimanche à 14h57. Voilà. Donc, rappelle-toi bien de changer les prénoms et un tout petit peu les âges, mais pas trop, bien sûr. Si la personne a 25 ans, ne dis pas qu'elle en a 45. Tout à fait. C'est parti. Ça marche. Alors, de toute façon, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à changer vu le sujet. De mon côté, c'est plus au niveau de la compréhension générale que je viens vers toi. Et puis voilà, c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai toujours été un peu retenu parce que durant les heures de boulot, j'arrivais pas, difficilement à trouver un créneau pour t'appeler. Donc ça, c'est une excellente nouvelle aussi que sur des exceptions, il y aurait peut-être même la possibilité en dehors. Voilà, donc ma question, j'aimerais bien t'introduire un petit peu le contexte, une petite partie de mon chemin. Tant que tu ne m'introduis que le contexte, ça va. D'accord. Je vais peut-être te donner la question assez rapidement. Donc, ma demande, en fait, je suis très attiré, impressionné, etc., par des femmes type plutôt, très F. Très féminine pour les gens qui ne sont pas familiers avec ce petit jargon, ces petits acronymes. F, ça veut dire féminine. Tout à fait, je dirais même vraiment dans l'extrême. La diva. Bimbo, la diva, enfin peut-être pas forcément diva, mais vraiment bimbo. T'aimes bien les petites salopes, quoi. Nabila. Voilà, exactement. Ah bah il en faut, hein. Voilà. Nabila ne serait pas Nabila s'il n'y avait pas des gens pour la suivre, hein. Comme j'explique souvent, et je me permets de répéter parce que finalement, quand on travaille depuis longtemps, on a l'impression que tout le monde sait tout ce que l'on a dit depuis 10 ans, or c'est impossible, donc moi j'ai l'impression de me répéter pour la 100e fois, mais souvent les gens me disent qu'ils ne l'avaient jamais entendu. Donc je répète que pourquoi est-ce qu'une starlette devient une starlette ? Pourquoi est-ce qu'une Nabila est Nabila ? En fait, une starlette est une starlette et une Nabila est une Nabila, car ces gens possèdent en eux le plus petit dénominateur commun de toute leur audience. C'est pour ça que ces gens sont vulgaires au sens propre du terme. On dit les gens de télé-réalité sont vulgaires. Les gens de télé-réalité sont là, ont été castés et sont regardés et ont une audience parce qu'ils possèdent le plus petit dénominateur commun d'une grande majorité de la population. Donc ils sont, par définition même du terme, latin, vulgaire, car en fait ils ont quelque chose de très commun à tous. S'ils fonctionnaient sur un logiciel, sur un programme, sur un système de pensée, de valeurs et de jugement qui était extrêmement personnel, extrêmement décalé et complètement en antinomie avec le temps et avec l'époque, ils n'auraient en fait jamais atteint les centaines de milliers de fans, de followers, etc. qu'ils ont. La staritude, c'est bien là qu'on retrouve le phénomène qu'Edgar Morin décrit très bien dans son livre Les Stars. La différence entre une star et une starlette, il y en a plusieurs, mais c'est notamment la singularité. C'est-à-dire qu'une star apporte quelque chose à l'époque que l'époque n'a jamais vu, et une star te fait rentrer dans une nouvelle époque, tu vois. Une star de quelque genre que ce soit te fait rentrer dans une nouvelle époque et définit une nouvelle norme. Comme Marilyn Monroe a défini la norme de l'actrice hollywoodienne bimbo, putassière, fausse ingénue, etc., qui ne pouvait pas être incarnée avant par Greta Garbo et Audrey Hepburn, qui ne cherchaient même pas à l'incarner, si tu veux. Voilà. Et la starlette, ce n'est pas une star. La starlette est un visage remplaçable, pardon, j'ai l'italien qui se mélange, j'allais dire sostituibile,
pardon, c'est mon côté Jean-Claude Van Damme, je parle plus bien français, remplaçable, substituable, pardon. La starlette est substituable, son visage est substituable, parce qu'en fait son corps, son attitude, sa façon de se maquiller, de parler, d'être, etc. suffisent à la définir, car ce sont la moyenne et la médiane de l'idéologie, de la pensée, de la moyenne du moment. En fait, si Nabila n'incarnait pas la moyenne d'une immense catégorie de filles et de France et de femmes en ce moment, Nabila serait inconnue. Plus tu incarnes la norme de l'inconscient collectif, en fait, la base, le terreau, comme dirait Léo, de ta staritude, c'est la largeur des codes et des normes que tu emploies. Si tu es extrêmement singulier, que tu as un look extrêmement singulier, que tu te définis par des valeurs humanistes au sens propre du terme, et pas au sens néo-contemporain qu'on lui a donné, tu es tellement, tu ne représentes tellement l'ambition de personne que tu n'auras jamais l'aura d'une Nabila, en fait. Donc c'est entre guillemets fatal et logique que cette fille recueille des suffrages et les goûts des gens, puisqu'elle est en fait, par définition, la moyenne du goût des hommes en ce moment. Voilà. Ouais. Je pense aussi à la définition que tu avais donnée à la vulgarité. Tout simplement, c'est le plus largement divulgué, quoi. C'est ça. C'est le plus médiocre, quoi, qui puisse. Alors, peut-être encore une petite précision quant à cette analogie avec Nabila. Effectivement, c'est particulièrement par rapport à ses formes. Moi, par rapport au côté staritude, enfin, attitude de star, etc., c'est vraiment plus physique. Alors, effectivement, c'est vraiment assez stupide de rester bloqué sur des éléments physiques, sur des boobs, sur des jambes, enfin des choses comme ça. Néanmoins, ce que je vis aujourd'hui, c'est pas plus, oui, enfin c'est pas plus inintéressant, c'est pas plus bas et c'est pas plus dégradant qu'une femme qui va rester bloquée sur le confort de vie, le métier, l'assise financière et en plus nous expliquer avec des airs grandiloquents qu'en fait elle arrive à se détacher du physique des hommes par une espèce de supériorité du goût, tu vois, comme si nous on avait comme si nous on était extrêmement terre à terre et qu'on était limité par nos bas instincts et qu'elles arrivaient à se détacher du physique des hommes. En fait, elles arrivent à se détacher du physique des hommes pour l'unique raison qu'elles regardent simplement leur portefeuille, qu'elles regardent leur assise financière et qu'effectivement, si le mec propose une vie confortable, eh ben on va s'asseoir sur le fait qu'il a du poil aux fesses et un gros ventre, voilà. Et donc, les goûts de la moyenne des hommes et des femmes se nivellent et ne sont à blâmer d'aucun des deux côtés. C'est ni plus ni moins bas ou ni plus ni moins ridicule d'aimer Nabila que de nous expliquer que le physique n'a aucune importance et d'aller vers le mec le plus malléable, celui avec le porte-monnaie le plus ouvert et le plus large. Donc vas-y, continue. Et j'ai dans ce même sens, j'ai perdu un petit peu le fil. Donc t'aimes bien les Nabila, alors quel est ton problème? Mes relations que je vis aujourd'hui dans mon quotidien, c'est vrai que je suis quelque part toujours un peu frustré, un peu agacé de cette relation parce que j'ai ce sort de fantasme, ce sort de rêve. Dans ma vie, je considère que j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'être avec une sorte de bimbo. Et puis, d'être avec, ça n'a même pas besoin d'être vraiment une vraie relation. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresserait, c'est beaucoup plus pouvoir, au quotidien, être dans un entourage où on côtoie ce genre de personnes. Et ma question, donc, c'est simplement quels seraient les éléments professionnels, quels seraient les métiers dans lesquels on pourrait avoir plus de contact au quotidien, d'environnement au quotidien, ce genre de personnes. Où est-ce qu'elle travaille, où est-ce qu'elle travaille et où est-ce qu'elle sorte? C'est ça. Donc, effectivement,
bon, le travail, il y a tout le domaine de l'escorte, etc. Mais je me dis que c'est pas limité à ça. Il y a bien au-delà d'autres possibilités. Et c'est là où je voulais un peu voir si toi, tu avais des suggestions de métiers, de lieux de sortie qui étaient... justement, c'est pas forcément un lieu de sortie, c'est peut-être quelque chose qu'elles font au quotidien qui les amène... Elle bosse dans des salons de coiffure. Elle bosse dans des cabinets d'esthéticiennes. Les plus intelligentes finissent assistantes de direction. Elles sont sur les réseaux sociaux. Elles sont sur Instagram. Elles sortent en bande entre elles avec des hommes qui sont des sponsors. Et elles sortent dans des lieux nocturnes avec la musique qui est l'archétype de la musique du moment, qui est très forte. Et leur passe-temps, leur quotidien, leur normalité, c'est grosso modo de se lever extrêmement... Alors là, je parle des jours où elles ne travaillent pas. C'est de se lever extrêmement tard, d'aller faire du shopping lingerie au centre commercial le plus facile d'accès, parce qu'en général elles n'ont jamais le permis, elles ne se déplacent toujours que par le truchement d'un homme ou des transports en commun, parce qu'il ne faudrait quand même pas s'emmerder à avoir une vie trop contraignante et à s'assumer et à être autonome, hein. Ça c'est pour les nazes, c'est pour nous, mais elles c'est pas la peine. Ce sont des transports en commun aussi. Oui, mais elles les prennent dans les grandes villes, elles les prennent quand même. Elles s'habillent un peu plus sobrement, elles mettent une casquette, des écouteurs, et puis elles les prennent et elles survivent tant bien que mal. Des grandes lunettes. Oui, voilà, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que le mâle de base, le con de base, paradoxalement, alors sauf quelques rares abrutis, mais en fait, si la nana est vraiment roulée de la mort, le con de base n'osera pas y aller. Alors, il y a des exceptions, bien sûr, que j'ai vues de mes yeux, mais globalement, ce qui se fait aborder tout le temps et emmerder tout le temps, c'est la fille moyenne plus, ou bien celle qui incarne un fantasme commun à tous les hommes. Mais si tu veux, si elles sont vraiment gaulées de la mort, en général, le mec à peu près normal, à peu près sensé, est intimidé et n'ose pas trop les embêter. Donc elles se font embêter que par des mecs qui n'ont en fait aucun sens commun et qui n'ont aucune conscience d'eux-mêmes et vraiment qui sont des fous furieux, quoi. Mais bon, bref. En fait, le seul métier pour les côtoyer, c'est que tu t'ouvres des boîtes de nuit, que tu gères des boîtes de nuit, des bars, des restaurants, des instituts d'esthétique, de soins esthétiques ou des salons de coiffure. Voilà. Okay. Et les plus raffinés font hôtesse de l'air. Ouais. En première et en business, évidemment. Hein. Tu les vois jamais si tu voyages en... Bien sûr. Si tu voyages en éco, c'est pas là que tu les vois. C'est pour ça que les gens qui... Moi, je voyage à titre personnel en éco et /ou en business. Je ne voyage pas en première, j'en ai pas les moyens. Donc je voyage en éco et /ou en business selon les vols, selon les destinations et puis selon les offres. Et les gens qui me disent le mythe de l'hôtesse de l'air jolie, ça n'existe plus, etc. C'est que dans les films. Je leur réponds oui, mais c'est parce que Coco, tu ne voyages qu'en éco. Voilà, je te garantis que les hôtesses de l'air en business et en first sur Emirates par exemple, même si elles ont une tenue ridicule, leur espèce de tenue de sultane du Moyen-Orient là, tu les laisses s'apprêter normalement et tu lècherais leur semelle, tu vois. Donc voilà mon coco. Ben voilà, c'était le phone coaching le plus simple de l'année. Ouvre un salon de coiffure, un restaurant, une boîte de nuit, un bar ou un salon d'esthéticienne. Ouais. Super. Peut-être pour progresser un peu, est-ce que tu pourrais dire deux mots sur la psychologie de ces femmes qui sont qui vont passer au bistouri, qui vont vraiment investir énormément d'argent dans leur corps. Je vais même te dire plus que deux mots. Je vais même t'en dire 2,5 ou 3. La première chose, c'est que du moment que tu commences à surinvestir sur ton corps, tout à coup, tu réduis ton nombre de partenaires sexuels. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es désiré de tous, finalement, tu n'as que très peu de partenaires sexuels. Pourquoi ? Parce que c'est justement le fait d'en avoir peu qui te maintient désirable. Une femme qui s'offre à tout le monde est forcément moche.
ok. Et une femme qui s'offre à tout le monde est forcément moche, puisque plus tu investis sur quelque chose, plus tu as envie de le valoriser, d'en faire le prix et d'en obtenir. En fait, c'est un investissement qu'elles font sur elles. C'est leur plan de carrière, quoi. C'est leur plan de carrière, et donc elles investissent et elles subissent une énorme douleur physique, car je n'imagine pas que se faire des implants, se faire tirer le visage, se faire refaire le nez, voir la mâchoire ou les dents aillent sans douleur. Hein. Demande à quelqu'un qui s'est fait changer une dent, c'est-à-dire implanter une nouvelle dent, déjà ça fait super mal. Donc j'imagine toutes ces stars vieillissantes qui ont toutes des fausses dents bien blanches. Imagine la douleur de te faire réimplanter. Combien on a dedans? On a 32 dents? Combien on a dedans? Je sais même pas combien on a dedans. On a 18 dents, 24 dents, 32 dents, je ne sais pas. Imagine toutes se les faire réimplanter en faux. Ce sont des douleurs atroces. Donc en fait, ces femmes subissent des douleurs atroces et se font sponsoriser, c'est-à-dire en fait se putanisent, se prostituent au sens propre du terme, c'est-à-dire échangent des faveurs contre l'accès à leur voie génitale en but d'investir dans des opérations. Opérations qui, elles l'espèrent, vont leur donner une aura de diva. Aura de diva qui ensuite va être monétisée contre l'accès à non plus des faveurs, on va dire, numéraires. Après, il ne s'agit plus de petits cadeaux à une centaine d'euros ou d'un petit billet sur la table le matin pour payer le taxi, comme a fait Usain Bolt avec la meuf qui s'est tapée à Rio, qui lui a laissé 100 euros pour payer son taxi sur la table. C'est qu'à un moment, au niveau au-dessus, tu ne demandes plus des billets. Au niveau au-dessus, en fait, les faveurs sont encore plus grosses et ne se comptent plus en numéraire. Le niveau au-dessus, ça va être que ça va être des maisons, ça va être des vies complètement offertes et organisées. Ah oui, bah tiens, j'ai un truc pour toi. Je vais te dire comment tu vas rencontrer ce genre de fille. Tu vas acheter un bateau. Tu vas acheter un bateau, surtout pas à voile, parce qu'elle trouve ça ringard. Tu vas acheter un bateau à moteur d'une longueur minimum de... je parle pas d'un bateau pour aller à la pêche, hein, il faut que ça soit au moins... faut que ça fasse au moins, allez, je sais pas, 8, 9, 10 mètres, tu vois. En gros, ça va taper dans... J'avais regardé un petit peu à l'époque où je m'intéressais au bateau gentiment, puis j'ai vite capitulé devant l'énormité de la contrainte que ça représente de le stocker toute l'année, etc. Alors, on va dire que tu peux commencer d'occasion à avoir un bateau qui est de la gueule pour 50-60 000 euros. Ah, déjà, ok. Ouais. Ce qui est finalement le prix d'une grosse berline. Hein. Enfin, c'est le prix d'une Mercedes classe E, c'est le prix d'une BM. Enfin, c'est le prix de voitures que l'on croise tous les jours dans la rue sans y faire attention. Donc, c'est pas non plus inabordable. Ne me dites pas que je. C'est déjà vachement moins commun que berline, quoi. C'est ça. Donc après, là, tout à coup, tu as plein d'amis. Je le vois en Italie, là où j'habite, la moitié du temps en tout cas. Tu as plein d'amis entre les mois de mai et les mois d'août, septembre quand tu as un bateau. Et elles font plein de selfies sur ton bateau, mais où tu n'es jamais. Hein, c'est taxe de sponsor, tu vois. C'est en fait le propriétaire du bateau n'est jamais sur les selfies. Tu ne vois que des jambes, des ventres, tout bien bronzé, tout bien parfait, tout bien photoshopé, et sur le pont du bateau. Donc voilà, le bateau. Est-ce qu'il y a une relation à faire entre le degré de beauté ou de chirurgie et puis le côté destructeur de la femme? Pas mal entendu d'histoires où justement c'était des personnes extrêmement belles mais qui faisaient juste une destruction assez incroyable dans leur environnement de par leur comportement exécrable et puis les conséquences dans la famille, les parents, les enfants, etc. quoi. Est-ce que alors là, c'est un petit peu difficile d'établir un lien logique entre... Enfin, en tout cas, je n'arrive pas comme ça, à l'improviste, à établir un lien logique entre l'autodestruction et le recours à la chirurgie esthétique. Là, je ne vois pas... Non, là, je ne vois pas exactement le lien. Après, manifestement, d'expérience...
En fait, tout poste que tu surinvestis se fait au détriment du reste. C'est quelqu'un qui surinvestit son travail, le fera au détriment de son intelligence émotionnelle, sociale et amicale. Quelqu'un qui surinvestit, un homme qui surinvestit la musculation, tu sais, comme ces types-là qui se baladent avec des corps qui vont à la gym tous les jours, bah forcément, ça se fait au détriment d'un certain nombre on va dire, d'autres activités. Donc, c'est un peu de la réponse de boutiquier, mais j'ai envie de te dire que oui, fatalement, quand ta première préoccupation de toute activité est de la transformer en une publicité pour ta propre personne, qu'on appelle chez les anglo-saxons du personal branding, quand toute activité est transformée en publicité de ta propre personne, il est évident que ça ne peut qu'avoir un effet néfaste sur ton rapport au réel, ta capacité d'empathie, ta patience, ta capacité à jouir du moment présent et simplement ta normalité, oui. C'est du domaine de l'évidence, mais c'est complètement vrai. Pour avoir passé quelques... Alors là, je sais que si mon amie Sophie m'écoute, ça l'énervera et ça la fera rire en même temps, mais moi, pour avoir fréquenté par curiosité sociologique quelques filles comme ça, tu t'arraches les cheveux très vite en fait, puisque l'expérience ne compte en rien. Ce qui compte, c'est les clichés au sens propre et au sens figuré, les clichés photos et les clichés pensés, qu'elle en tirera pour communiquer au reste de sa cour. Et je vais même te raconter un week-end à Capri. Enfin, je vais te résumer, te dépeindre un week-end à Capri avec une reine de l'Instagram, avec une petite reine, une rainette, une petite starlette, une petite prune de l'Instagram, qui a quelques milliers de followers, qui n'en a pas non plus des millions, mais de ces filles que tu crois comme ça sorties d'un autre monde absolument sublime sur leurs photos Instagram, toujours dans des maillots de bain, une pièce ouverte dans le dos, sur les côtés, qui marque la taille, enfin voilà. Et en fait, cette fille, en week-end à Capri au printemps, c'est-à-dire où il faisait déjà bien chaud, en fait n'était jamais en maillot de bain comme sur les photos, était habillée toute la journée et elle portait son maillot de bain en dessous et elle n'enlevait ses vêtements qu'une seule fois, qui était pour que je la prenne en photo et pour qu'elle upload les photos sur Facebook et sur Instagram. Et après elle remettait son paréo et son pantalon, etc. Donc j'ai pris une ou deux photos et ensuite je lui ai simplement expliqué que, en fait, j'ai menti, j'ai fait un jeu. Je lui ai dit, écoute, moi je ne suis pas très bon, je ne sais pas bien faire les photos individuelles. Moi je ne sais faire que les photos à deux. Donc soit on fait des photos à deux, soit si tu veux être toute seule sur la photo, il faut demander à quelqu'un d'autre. Et comme en fait elles sont tellement habituées à être servies qu'elles ne savent pas demander des choses à des inconnus, elles n'osaient pas aller vers des inconnus pour leur demander de la prendre en photo. Et donc elle n'arrêtait pas de me demander à moi, ce à quoi je répondais que moi je veux bien faire des photos à deux, mais pas toute seule. Tu vois, que je ne suis pas ton pied à appareil photo. Et ça l'a beaucoup énervé et j'ai découvert à ma grande surprise que j'étais le premier homme à avoir refusé. Le premier. C'est que les hommes servent de support et de pied à appareil photo à des poufs. D'ailleurs, il y a un test pour savoir si la fille avec qui vous sortez est une pouffe. Il est sur masculin singulier, je vous le recommande. Va voir sur masculinsingulier.com / sortez-vous avec votre copine est-elle une pouffe ou sortez-vous avec une pouffe. Je te le recommande. Excellent. Je ne sais pas, franchement, tu m'as l'air d'être un garçon relativement équilibré, relativement éduqué, relativement sensé. Je ne sais pas si tu résisteras. Hein. Je ne sais pas si tu résisteras très, très longtemps et de toute façon le problème ne se posera peut-être même pas, car je ne sais même pas si tu es leur style, car elles ont un archétype, c'est un mélange entre David Beckham et Olivier Giroud. C'est vrai que je ne suis pas du tout leur type. Bah t'as aucune chance alors. T'as aucune chance parce qu'elles n'ont aucune capacité au réémerveillement. Ça c'est vrai. Moi c'était plus pour pouvoir cocher cette case et puis ne plus être émerveillé par ce fantasme en fait. Et puis pouvoir apprécier les relations plus constructives que je vis au quotidien, quoi. Et bien alors là, je vais te donner un conseil que personne ne t'aurait jamais donné.
Si, alors reformule-moi avant que je te donne ce conseil inattendu, reformule-moi s'il te plaît exactement ce que tu viens de me dire, que je sois bien sûr d'avoir bien compris. Tu veux, vas-y, je te laisse le répéter. Moi, mon but, c'est vraiment de pouvoir, sur une courte période, pouvoir côtoyer ces bimbos, pour justement vraiment pouvoir mettre une croix sur ce fantasme, et surtout savoir que c'est pas du tout aussi magnifique que ça en a l'air, et puis ne plus être comme ça au quotidien, frustré par la réalité que je vis, qui est pas du tout avec des filles bimbo, quoi. Oui, mais alors là, mon coco, je t'en veux un petit peu parce que là, tu me donnes finalement le véritable angle de ta quête et de ta recherche. Mais au début, c'est pas ce que tu m'as donné. Tu m'as entraîné sur une mauvaise piste. Tu as essayé de me faire comprendre, de me faire croire que l'unique type de femme qui te correspondait sur la durée était les bimbos. En fait, c'est pas le cas. Tu me dis, je suis un garçon. C'est plutôt un sort de fantasme. Ben en fait, ça s'entend à ton élocution, ça s'entend à ta syntaxe. On entend énormément de choses à la syntaxe des gens et à la qualité de la syntaxe. La syntaxe étant la construction des phrases à l'oral ou à l'écrit. On peut faire des fautes d'orthographe, mais avoir une belle syntaxe. Et on peut avoir une horrible syntaxe et être bon en orthographe, ça n'a rien à voir. On entend à ta syntaxe que tu es quelqu'un dont l'esprit est relativement construit. Que tu es quelqu'un qui pense et que tu es quelqu'un qui se pense. Ça s'entend. On sait, avec un peu d'intuition, d'instinct, de sensibilité, de connaissance, on sent à qui on parle au téléphone. Même dans la façon dont les gens prennent les rendez-vous, on le sent. La façon dont tu t'es présenté, dont tu m'as dit est-ce que je peux t'appeler à telle heure, etc., montre déjà quelqu'un qui sait vivre. Je te laisse, tu n'imagines même pas à quelle heure les gens m'appellent ou comment, ou ils me disent même pas leur nom ou leur prénom, ou ils me parlent comme si je devais me souvenir de la dernière conversation qu'on a eue qui remontait à 12 mois. Enfin, donc déjà, tu es quelqu'un qui a une syntaxe, une correction, une éducation et, on va dire, de relativement construit. Et ce que tu me dis, et là je vais demander à tous nos auditeurs de se connecter, de connecter les savoirs entre eux. En fait, tu es vous connaissez ma thèse de la femme enfant qui a besoin de se dévoyer et de souffrir pour passer à la femme adulte. En fait, tu as besoin de te dévoyer et de t'ôter un fantasme de la tête pour passer au niveau supérieur. Alors qu'au début, tu m'as dit, en gros, je résume et je caricature, tu m'as dit j'ai un peu des goûts de bouffon et j'aimerais être entouré de nymphètes. En fait, c'est pas ça. C'est que tu as ce fantasme de beaucoup d'hommes, d'un type de femme. Fantasme à puiser dans ton histoire personnelle. On sait, si vous cherchez un écrivain qui explique et qui raconte et qui décrit très bien comment naissent les fantasmes des hommes, pas des femmes, mais des hommes, vous lisez les nouvelles de Moravia. Il y aura l'histoire de ce type qui fantasme des femmes à paupières demi-fermées parce qu'un jour il a vu sa mère il a entendu ou surpris ou vu sa mère avec un amant et les paupières demi-fermées et le mec est bloqué à vie sur ça. Ou vous lisez Lolita de Nabokov, dans la bonne traduction, je le répète, parce qu'il y en a beaucoup de mauvaises, et vous comprenez pourquoi le mec devient pédophile. C'est parce qu'en fait, il n'était pas du tout, il était complètement normal, c'était un homme complètement normal et plutôt agréable de son physique, et dans son développement sexuel et sentimental, à un moment, il s'est fait surprendre avec sa première petite copine de 13 ans, je crois de 12 ou 13 ans, ils se sont fait surprendre avant de passer à l'acte. Et la scène a été tellement traumatisante, et il en est resté tellement frustré, et cette femme a tellement disparu, je crois qu'elle est morte en plus, je me souviens plus, et cette femme est donc morte brusquement, et en fait dans son développement sexuelo, du point de vue des émotions, de la sexualité et des sentiments, il est resté coincé sur cette petite jeune fille de 12 ans et demi, 13 ans, et en fait il n'arrive pas à passer à l'étape supérieure, il a besoin de se libérer de ce fantasme. Les fantasmes des hommes, je connais moins bien les fantasmes des femmes parce que paradoxalement, comme elles ne disent jamais la vérité sur ces sujets-là, il faut, pour les connaître, lire leur prose, lire leur littérature et lire leur presse. Ce que j'ai fait un petit peu dans les revues de presse, mais bon, à un moment j'ai arrêté parce que ça me donnait envie de vomir. Par contre, je connais très très bien les fantasmes masculins. Pourquoi ? 1, parce que je les ai expérimentés, 2, parce que j'ai des milliers de clients, et 3, parce que j'ai lu les hommes qui en parlent le mieux. Et dont Moravia, il explique voilà pourquoi dans tel roman, un mec fantasme des femmes à paupières demi-fermées, pourquoi dans tel autre, un mec fantasme des femmes avec
un haut et un bas du corps très différents. Tu sais, ces femmes qui peuvent être très maigrelettes en haut et très charnues en bas ou vice-versa. Enfin, il explique vraiment comment naissent, par quelles petites anecdotes infimes naissent les fantasmes masculins. Mais toi, tu as eu dans ton histoire personnelle, depuis ta puberté jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas quel âge tu as, est-ce que tu veux nous le dire? Je ne pense pas que ce soit une information qui te dévoile trop. Dis-nous quel âge tu as. J'ai autour de la quarantaine. Bon, tu as une quarantaine d'années. Ben, en fait, entre ta puberté, grosso modo, tes 13-14 ans, et aujourd'hui, il y a un épisode que tu nous raconteras ou pas. Je m'en tape que tu ne me le racontes pas. Je ne suis pas psy et je ne le serai pas. Ça ne m'intéresse pas. Il y a un épisode dans ta construction affective sur lequel tu t'es arrêté. Est-ce que tu t'y es arrêté parce que, comme Humbert dans Lolita, vous avez été découvert et honteux? Est-ce que tu t'y es arrêté parce que c'est quelque chose que tu n'as pas compris? L'homme intelligent s'arrête toujours sur ce qu'il n'a pas compris. Le con s'arrête sur ce qu'il a compris en disant ça me suffit, et l'homme intelligent s'arrête sur ce qu'il n'a pas compris en disant c'est pas normal que je ne le comprenne pas. Donc à mon avis, vu que je te classe plutôt dans les gens intelligents, je pense que dans ta construction, dans ton histoire personnelle, tu as dû être plongé dans l'incompréhension probablement par une bimbo, une Nabila, une starlette ou une fille qui en tout cas en avait les codes, en avait la senteur, la saveur, l'apparence ou que sais-je. Et tu as été plongé dans une situation d'incompréhension avec elle, peut-être une personne qui s'intéressait à toi, tu n'as pas su le décoder ou tu y as réagi trop tard, tu as été pris au dépourvu, et puis quand tu es revenu vers elle, c'était trop tard, elle avait déménagé ou que sais-je. Tu vois, ce sont des situations comme ça. Ouais. Il y a ce que je pourrais dire à ce sujet. Dans mon enfance, très rapidement, j'ai eu accès à des relations, mais c'était des relations qui n'étaient pas publiques, c'était des relations qui n'étaient pas assumées de l'autre partie, c'était quelque chose qui devait se faire cacher la nuit. Et c'est vrai que de cette situation-là, j'en ai quelque part un peu souffert parce que ça a duré sur pas mal de temps. Et finalement, ma première copine vraiment officielle qui assumait publiquement de se savoir avec moi, ça a été seulement autour de l'âge de 18-19 ans, quoi. Donc c'est vrai que pendant toute cette enfance, il y a quelque part cette, je sais pas, reconnaissance ou T'étais pas un peu par hasard une espèce d'intello de la classe? Non, alors vraiment pas. Non, je te rassure. Bon. Ben, en tout cas, tu vois, il y a très timide, très peu intéressant, rien à dire, très effacé en fait. Donc c'était clair que la fille, elle n'avait pas de grande fierté à être avec moi. Mais après, la nuit, elle kiffait, quoi. On peut émettre une hypothèse sans pour autant s'auto-décerner des diplômes de psychologie inventés. On peut émettre une hypothèse psycho-sociologique qui est qu'en voulant t'accaparer l'attention, les faveurs et l'intérêt d'une femme très demandée, en fait, cette femme, tu t'en fous, par essence, tu t'en bats les couilles. Ce qui compte, c'est que tu comptes peut-être ce que tu veux, c'est accéder, être désiré, être aimé et avoir accès au symbole, peut-être, de quelque chose de très populaire. Puisque tu n'avais pas cette popularité par les voies directes étant jeune, tu n'étais pas le mec cool, tu n'étais pas le mec que le collège ou le lycée, dont le collège et le lycée s'arrachent la présence. En fait, un petit peu comme le déclassé social ou le prolo en couchant avec la bourgeoise a l'impression de niquer la bourgeoisie, tu as peut-être envie, avec comme espoir d'avoir une rapide... Attends, je laisse passer la moto, cyclette, en bas de chez moi, merci. Tu as peut-être pour espoir inconscient, ou comme stratégie inconsciente, en ayant une brève série de petites saillies comme ça, avec une bimbo, finalement, de niquer la popularité ou de t'accaparer, en fait, l'objet de désir de tout le monde, c'est-à-dire indirectement, de rattraper plus tard une popularité que tu n'avais pas avant. Ce n'est pas affirmer que c'est vrai, c'est émettre une hypothèse que je juge plausible. Voilà, je n'affirme pas que c'est vrai, j'émets une hypothèse que je juge plausible. D'ailleurs, pour ma part,
c'est même pas forcément le besoin de coucher ou d'avoir vraiment une relation. Tout simplement le fait d'être apprécié, d'avoir une relation amicale, pour moi, c'est beaucoup plus important et c'est ça que je cherche aujourd'hui. Je me demande même si le fait de vouloir comme ça faire jouer une bimbo, puisque elle représente une énorme partie de la masse, comme on l'a expliqué au début, je n'y reviendrai pas, c'est pas une façon finalement de recueillir l'approbation de tout le monde. De dire si je suis le goût de une qui est elle-même et le goût de millions de personnes, finalement je suis le goût de millions de personnes. Tu vois, ce sont des hypothèses plausibles, je ne dis pas qu'elles sont... Il y a aussi que les filles qui étaient intéressées à moi dans mon enfance, adolescence, c'était des filles très sages, très correctes, très filles à papa. Et puis du coup, ben voilà, ça c'est quelque chose qui me fait plus du tout rêver aujourd'hui. Mais ce côté beaucoup plus sexy, désirable, ça c'était pas du tout dans mon répertoire. Eh ben moi je vais te donner une astuce qui paraîtra immorale à beaucoup et qui est peut-être, je ne sais même pas si j'ai le droit, et je pense que c'est peut-être illégal de te la donner. Donc si j'ai des soucis, tu voulais me donner tout à l'heure. Oui voilà, si j'ai des soucis avec la justice, okay, eh ben, très volontiers. Vous cotiserez pour m'aider à payer mon amende. Ou alors il faudra censurer. Bah on va la tenter fierce, on va la diffuser comme ça. Tu vas écouter un entretien que j'ai donné très récemment. Les vidéos sont disponibles sur YouTube, qui s'appelle Confession avec une escorte. Oui. Et tu vas considérer comme tout à fait plausible, tout à fait réaliste et à mon avis assez stratégique pour toi le fait de prendre rendez-vous avec une fille, de prendre rendez-vous avec une escorte qui correspond exactement à et d'être extrêmement exigeant, parce que pour le coup tu peux l'être, qui correspond exactement à ton archétype physique et à cette espèce de fantasme indépassable de la bimbo. En plus tu as de la chance, c'est le style qu'elles ont le plus. Là, tu chercherais une pin-up rousse des années 30, je te garantis que tu pourrais chercher longtemps. Mais enfin, chercher une Nabila sur des sites d'escorting, elle représente 80% de la population. Bon, une qui a vraiment des gros boobs, naturellement, ça c'est déjà vachement plus compliqué. Ça existe. Ça existe. Et donc tu vas, on va dire, tu vas t'offrir ça comme à la fois une fin et un commencement. Tu vas t'offrir ça comme finalement la fin d'une phase de blocage où tes relations sincères avec des femmes réelles avaient du mal à décoller. Pourquoi ? Parce que tu avais toujours l'impression de passer à côté de ce fantasme. Tu vas voir que leur vénalité, leur absence de jugement, leur absence de goût et leur on va dire leur limite intellectuelle consentie sur tout va t'énerver très très vite. Tu vas voir qu'au bout de 2 ou 3 fois, au bout de 2 ou 3 nuits, ou 2 ou 3 soirées, ou de 2 ou 3 dîners, tu verras que tu n'en pourras déjà plus. Tu verras que c'est quelque chose de possible, et tout ce qui est possible devient désérotisant. Tu vois ? Tu verras qu'une fois que ça sera fait, ça sera évidemment beaucoup moins énigmatique, beaucoup moins attirant, beaucoup moins érotisant, beaucoup moins fou que quand ça n'était encore jamais fait. Et puis là, tu auras les moyens, si tu le désires, de passer à autre chose. Et si tu ne le désires pas ou que tu désires rester bloqué sur ce fantasme-là, de toute façon, tu n'auras pas pire que maintenant, puisque tu es déjà bloqué sur ce fantasme. Et surtout que les années passent, et puis avec les relations, j'en reviens toujours à cette frustration. Donc je me dis aujourd'hui, il faut prendre le taureau par les cornes pour vraiment changer la donne. Très sincèrement, hein, le temps et l'énergie que tu vas déployer à modifier ton mode de vie dans des proportions qui te permettent de fréquenter intimement des bandes de filles comme ça, ne vaut pas la chandelle. C'est-à-dire que même si ça te coûte entre 500 et 1000 euros la soirée, ce que ça va te coûter, et même si je te dis, même si ça te coûte entre 500 et 1000 euros la soirée, ce qui est ce que ça va te coûter,
même à ces conditions-là, même dans cette mesure-là, ça sera toujours beaucoup plus économique et beaucoup plus rentable que de procéder en toi à tous les changements nécessaires pour arriver à les rencontrer dans la vraie vie. Je te le garantis. Ouais. Ok. D'ailleurs, j'avais entendu de ton côté, là, dernièrement, tu avais mentionné comme quoi tu avais eu, que tu étais proche à un moment donné d'une fille escorte. Comment est... Ben, c'est pas que j'en suis proche, c'est que c'est ma copine Lou et je l'ai interviewée et je vous ai offert les 2 heures d'entretien gratuitement sur YouTube. D'accord, ouais. Donc ça, j'ai noté confession avec une escorte. C'est ça. Ok. Et puis, tu avais aussi mentionné comment tu l'avais approché ou comment tu l'avais C'est une copine. rencontré, croisé. D'accord, ouais. Par son entourage, en fait. Bah non, c'est une copine. J'ai découvert qu'elle faisait ça. Et ça fait plus d'1 an ou presque 1 an qu'on a envisagé de le révéler par cet entretien-là. Et puis après, il a simplement fallu l'organiser. Mais à la limite, c'est même pas le type de relation qu'on te demande d'avoir avec elle. Moi, je te dis, et encore une fois, il y aura toujours quelques auditeurs, quelques oreilles sensibles, et notamment quelques femmes à double éthique qui me reprocheront de prôner je ne sais quoi, et qui essaieront de me mettre en porte-à-faux avec mon éthique personnelle. Moi, je répète que quand je travaille, je fais 2 choses. 1, j'enlève les sentiments de l'équation, car enlever les sentiments de l'équation n'est pas oublier ou omettre qu'ils existent. C'est simplement que la machine humaine, comme un moteur de très haute sophistication, sur un moteur très compliqué, il y a des choses que tu peux faire avec le moteur en place, et il y a des choses que tu peux faire où il faut enlever le moteur. Enfin, je ne sais pas si tu t'y connais en automobile, mais sur des moteurs un peu iconiques, notamment les vieilles Ferrari, il y a des choses où il faut tout enlever. Il faut tout enlever pour changer une courroie, parce que c'est comme ça. Ouais. Et ben, la machine, le moteur des émotions et des sensations humaines, il a cette faculté que parfois il est trop complexe pour être bricolé, installé, et qu'il faut démonter les émotions, il faut les enlever de l'équation, les poser à côté de soi dans l'atelier, ne pas oublier qu'elles existent, mais simplement raisonner sur la structure pure de la logique et de l'intérêt de chacun, hors émotion. Et ce qui ne veut pas dire qu'on les oublie, et là c'est là que les femmes s'arrêtent toujours, parce qu'il y a trop de données dans les phrases deviennent trop longues, et puis là elles bloquent leur compréhension, et puis elles s'énervent et elles écrivent des âneries. Donc, et les émotions ensuite il faut les remonter. Une fois que tu as reconstitué la logique des comportements de chacun basés sur l'intérêt, la rationalité limitée, là j'emploie du jargon de sociologie des organisations, la rationalité limitée ou le barycentre ou que sais-je encore, et une fois que tu as reconstitué un modèle en dur où les actions sont motivées par des logiques à peu près cohérentes, après tu remets la couche des sentiments et ça donne une petite teinte, une petite analyse différente, une petite coloration, mais ça repose sur une structure qui est logique et qui est en dur, tu vois. Tu dissocies l'analyse des sentiments de l'analyse de la logique pure, et ensuite tu remontes les deux ensemble, comme une très belle œuvre d'art, comme une très belle performance technique. Tu vois l'opéra de Sydney ? Oui. Ben, l'opéra de Sydney, il a été monté d'une chaque espèce de dôme, tu sais les demi-dômes incurvés en forme de pointe là. Ouais. Ben, ils ont été montés séparément dans des endroits différents en fonction des contraintes techniques, et puis au dernier moment, la carapace blanche a été ajoutée. Tu vois ce que je veux dire ? Et au final, l'œuvre elle est complète. Elle a sa couleur, sa forme, sa teinte et sa structure qui la soutient et qui l'a rendue possible. La supériorité de cette approche sociologique des organisations sur l'approche psychologique pure, c'est que nous on rajoute une étape. En fait, on fait exactement la même chose qu'un psy, pour être tout à fait honnête. Mais nous on rajoute une étape qui est qu'avant d'expliquer l'absence ou la présence de sentiments et de pourquoi ils sont ainsi, on démonte une couche en plus qui est la couche de la rationalité et de la logique.
Et on rajoute par-dessus la teinte des sentiments. Car en fait, si on regarde bien, j'ai assez disserté là-dessus, je reprends le fil de l'histoire. Donc, quel était mon fil d'ailleurs? Qu'est-ce que je racontais? Je ne sais plus. Quel était mon fil? Le fil. Pourquoi je te disais ça? Je pense que ça, c'était effectivement... ouais. Bah, je ne sais plus pourquoi je te disais ça. Il y avait l'aspect, je t'expliquais comment on faisait ça. Ah oui, et le deuxième aspect, la deuxième supériorité, la deuxième caractéristique de mon travail, c'est que je réponds à un problème par une stratégie. Cette stratégie peut être bien ou mal éthiquement et moralement. Je m'en carre le popotin. Je ne suis pas le clergé, tu vois. On est par-delà le bien et le mal. Je ne te dis, ce n'est pas le moment de débattre du bien fondé ou du mal fondé du fait d'acheter la disposition du corps d'un autre. C'est un débat, c'est un débat passionnant. C'est un débat passionnant, mais c'est pas le moment. Toi, tu m'exposes un problème. J'essaie de le décomposer en éléments simples et j'essaie d'y apporter la solution qui présente, à mon sens, le plus haut degré de réalisme, le plus haut degré de faisabilité et la plus grande pertinence pour toi. Indépendamment de ce que j'en pense personnellement, de ce que je ferai personnellement, ou du bien ou du mal. Ça, c'est une autre couche de raisonnement qu'on peut rajouter après. Donc, tu peux accepter ou pas cette solution. Moi, je pense en mon âme et conscience qu'en dépit de sa légalité, de son illégalité, du fait qu'elle soit bien ou du fait qu'elle soit mal, ou du fait qu'elle soit éthique ou pas éthique, etc., je pense qu'au vu des données que tu m'as longuement et patiemment mises dans les mains, la meilleure des solutions qui s'offre à toi pour dépasser ce blocage dans ta construction sentimentalo-sexuelle dont tu ne te sors pas, le meilleur moyen est de louer l'objet de tes fantasmes. Et je mets au défi quiconque de m'en donner un autre meilleur. C'est le plus rapide, je pense, en tout cas. Et je te remercie vraiment de pouvoir me dire les choses, justement, de façon aussi... en faisant abstraction de la moralité, parce qu'effectivement, il y a tellement de choses qui sont brimées et voilées et cachées et transformées avec d'autres grandes idéologies louables qui cachent tous ces mécanismes, quoi. Donc justement, c'est une grande qualité que j'apprécie énormément, que tu puisses voir les choses vraiment telles quelles, dans leur cruauté parfois. Parce que là, ça me fait vraiment avancer sur des choses sur lesquelles je restais bloqué dans le passé, quoi. Si l'histoire est telle que tu me l'as présentée, et je ne vois pas de raison qui ferait que ce ne soit pas le cas, si l'histoire est telle que tu me l'as présentée, ta meilleure option, comme dans House of Cards, quelles sont vos options? Ta meilleure option est de louer l'objet de tes fantasmes et de passer à la suite. Pourquoi? Parce que quelles sont les autres? Elles sont pires. Je ne dis pas que c'est une option brillante, je dis que les autres sont pires. C'est comme la démocratie, c'est pas brillant, mais enfin le reste c'est pire, tu vois. Tes autres options sont pires, parce que tes autres options, c'est déployer une énergie intense et une espèce de forme de sincérité à la poursuite de nanas qui sont le contraire de la sincérité, qui te rendront malade et avec lesquelles tu deviendras fou. Donc moi je te dis que si, et c'est un phone coaching très intéressant et qui parle, contrairement à ce qu'on pourrait en croire à première vue, qui parle beaucoup de sexualité. J'ai un séminaire qui s'appelle L'amant idéal, dont le titre comme ça peut être discuté et discutable, mais qui parle beaucoup de la psychologie de la sexualité. Tu es un homme qui a une fantasmatique inassouvie. C'est comment un fait divers. Tu es un homme qui a une fantasmatique inassouvie et qui se demande comment, dans le réel, je peux m'en débarrasser. Mais moi, je te dis que le réel, ça va être d'aller sur un catalogue de... Alors, je te dis pas d'aller prendre une pauvre africaine ou une pauvre thaïlandaise menottée sous un pont, je ne sais où. Je te dis même pas que tu devrais le faire. Je me préserve un peu légalement. Je te dis qu'une stratégie possible,
serait d'aller profiler le profil d'une jeune fille consentante et qu'il fait ça de son plein gré et qui a les attributs, la gueule, les attitudes, les manières, tout ce que tu veux, qui incarne à la folie ton type. Je te dis de réserver dans un restaurant en vue et je te dis de te louer, de te représenter, d'incarner pendant 1 ou 2 ou 3 soirs l'idéal de ton fantasme. Et je te dis que tu vas en être très déçu en fait. Tu vas en être très déçu parce que tu vas voir qu'elle va arriver 1 heure en retard, ce que tu n'auras pas anticipé. 2, qu'elle ne va pas s'excuser. Le rapport direct à l'argent aussi. 3, qu'elle ne sera pas du tout aussi bandante que sur la photo, parce qu'en fait, non photoshopées, elles ont toujours des peaux horribles. Elles ont des peaux horribles, des ongles horribles, des vergetures, enfin, la magie de Photoshop, quoi. Et 4, tu n'en tireras absolument rien de personnel. Un peu comme dans mon phone coaching précédent que j'ai mis en ligne hier soir ou ce matin, ou dans la nuit, je ne sais plus, qui s'appelle Au secours, ma copine est muette, superficielle et chiante. Je t'encourage à l'écouter parce qu'en fait un mec, un copain, un bon client à moi qui s'appelle Thomas, se plaint en fait de ne pas comprendre que sa copine au bout de 6 mois de relation presque parfaite se refuse toujours à lui livrer des avis personnels. Et je lui ai expliqué, mais Thomas, c'est parce qu'elle n'en a pas. Donc tu vas être confronté à quelqu'un qui n'a aucun goût, aucun avis, sinon l'avis de la majorité, dont la seule ambition est d'être vu dans certains endroits avec des sacs Louboutin et des chaussures Chanel ou l'inverse. Et tu vas te rendre même compte qu'au lit c'est nul. Pourquoi ? Parce que tout est cliché et tout semble sorti d'un film porno. Pourquoi ? Parce que ces filles, soit regardent des pornos, on rappelle que la bande passante du porno par les femmes, c'est quand même, je crois qu'on est à plus de 20 ou 25 ou 30% aujourd'hui. Le porno n'est plus quelque chose de masculin. Donc soit elles regardent des pornos extrêmement clichés, soit de toute façon elles ne sortent qu'avec des mecs qui regardent des pornos. Et donc ils les prennent comme dans des films pornos, et donc elles se comportent comme dans des films pornos. Et donc quand tu vas le voir dans le réel, ça va tellement te dégoûter que tu auras le choix ensuite entre poursuivre le dévoiement et en sortir par le haut. Mais au moins tu auras le choix. Et avoir le choix, c'est la liberté. C'est-à-dire savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a voulu et qu'est-ce qu'on fait. Aujourd'hui, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre car tu es contraint, tu es bloqué, tu es contraint et bloqué par... tu n'arrives pas à dépasser ce fantasme loupé. Voilà. Ouais. Et surtout, j'aurais le savoir... Et je ne te juge pas, je ne te juge pas, tu vois. Je ne te juge pas, c'est comme ça. Merci en tout cas. C'est vraiment, je pense, on a bien fait le tour de ma demande initiale. Donc en tout cas, merci. Si tu en as les moyens, offre-toi toujours ce que tu veux, ne serait-ce que pour voir qu'en fait tu ne le voulais pas. Ça, c'est une bonne façon de voir, ouais. Il faut toujours, si on en a les moyens et si ça n'est pas déraisonnable et si on ne se retrouve pas à la rue pour autant, il faut toujours s'offrir à un moment, s'offrir quelque chose que l'on veut, que l'on désire ardemment, ne serait-ce que pour voir si on continue à le désirer ardemment. Et si tout à coup on ne le désire plus ardemment, ça veut dire quelque chose, tu vois. Ouais. Mais maintenant on le sait et on passe à autre chose. Moi par exemple... Ça, c'est le savoir surtout, que importe après. Par exemple, je me suis offert une Rolex, alors pas la Submariner noire, j'étais un peu plus inventif que ça, je me suis offert une Rolex pour mes 30 ans. J'ai vu qu'au bout de quelques mois, ça ne me provoquait plus aucune émotion et plus rien du tout et que en fait, je m'en foutais complètement. Je l'ai revendue à quasiment le même prix, donc pour ceux qui me disent que je roule sur l'or, ben non, c'est simplement qu'en achetant intelligemment, les choses sont gratuites. J'avais payé cette montre, je crois, j'avais payé cette montre 2500 €, qui était une montre vintage de 1967 ou 8, et je l'ai revendue 2200. Donc en fait, ma Rolex m'a coûté 300 €. Ce qui finalement est moins qu'acheter une Festina à Carrefour, que tu vas payer 350, mais qui ensuite, le jour où tu n'en voudras plus, ne vaut plus rien. Tu vois ? Personne ne travaille à faire la donc je me suis offert ma Rolex, j'ai vu que ça ne représentait rien pour moi, que ça ne me faisait pas vibrer, que ça ne me connectait pas à un plaisir particulier, je l'ai revendue et j'ai plus jamais acheté de Rolex. Et c'est un rêve qui m'est sorti de l'esprit.
C'est ce que j'avais appelé dans un séminaire qui s'appelle Changer de vie, que je te conseille fortement d'ailleurs. Il est, je crois, disponible sur mat-consulting.fr en ce moment. Changer de vie, je dis, ne laissez pas vos rêves pourrir au frigo. Tout ce que tu peux t'offrir à un moment de ta vie sans te mettre sur la paille, et qui en plus a une valeur de revente, offre-le toi et vois si c'est quelque chose auquel tu tiens beaucoup. Et comme ça, tu rayes des fantasmes. Excellent. Tu rayes des envies, en fait. C'est exactement cette démarche, ouais. C'est exactement ça. Et ensuite, tu es libéré. Aujourd'hui, je n'ai plus beaucoup, finalement, de fantasmes matériels. C'est pour ça que je peux mettre de côté quasiment 50% de ce que je gagne. Je mets de côté 45% de ce que je gagne depuis 10 ans en moyenne. C'est-à-dire que je pourrais faire le cacou beaucoup plus que je ne le fais. Mais comme très jeune, j'ai auto-appris, j'ai découvert cette technique d'éliminer des fantasmes. Finalement, matériellement, il y a très très peu de choses qui me font envie. À part quelques automobiles de très grand prestige, dont je sais que c'est une plaie à posséder et dont je n'ai pas envie de me lancer dans cette plaie-là. Et à part, voilà, j'aimerais bien une très belle maison du 19e siècle en Toscane. Bon, voilà, à part ça, qui est encore un peu au-delà de mes moyens pour l'instant, la plupart des fantasmes matériels des gens, j'ai eu. Et soit j'ai revendu, là c'est dans 90% du temps j'ai revendu, car ça n'a pas d'intérêt, et puis 10% du temps j'ai gardé. Voilà. Et là aujourd'hui, tu es coincé dans ton développement par un fantasme qui est d'une facilité évangélique à accomplir, et tu te refuses de le faire par une espèce de relent moral. Exactement. Mais va chercher une Nabila, toi en plus, je ne vais pas dire où tu habites, mais tu es dans un pays où il y en a plein. Donc va te chercher une espèce de Nabila de luxe. Ça va te coûter entre 600 et 1200 € la soirée. Tu vas le faire une fois ou deux. Ça ne t'empêchera pas ni de te nourrir, ni de te loger, ni de partir en vacances, je ne pense pas. Enfin, si tu as mené ta vie correctement, à 40 ans, tu as 1000 € de côté, je veux dire, sinon il y a un problème. Et tu auras vécu ce fantasme, et ensuite tu seras libre d'y mettre un terme ou de le poursuivre. Et même si tu désires, et si par contre ça t'a plu et que tu désires le poursuivre, tu désireras le poursuivre en connaissance de cause, car aujourd'hui tu désires le poursuivre mais sans le connaître. Aujourd'hui, c'est comme si tu me disais, je fantasme depuis 25 ans d'avoir une vieille Bentley ou une vieille Rolls. Est-ce que je dois aller en acheter une? Mais en fait, tu ne sais pas ce que c'est au quotidien. Et quand tu auras goûté à ce que c'est au quotidien, ça va te dégoûter et tu souffriras le martyre. Donc moi, ce que je te dis, c'est loue-en une, 2-3 jours, vois la misère. Et si tu veux toujours en acheter une, pas de problème. Mais au moins tu sauras de quoi on parle. Là, tu ne sais pas de quoi tu parles en fait. Tu me parles de filles que tu as vues sur Instagram, d'accord, et qui t'excitent parce qu'elles ont des petits maillots de bain en triangle et des petits tatouages. Mais en fait, tu n'en connais pas. Quand on aura connu en vrai, quand tu verras la nature réelle de la soirée que tu vas passer avec elle, tu vas comprendre. Et si tu veux en lire plus sur le sujet, je te conseille de lire sur mon forum, de taper sur Google, donc forum.influence.com, et de lire l'histoire d'une fille que j'ai fréquentée quelques mois il y a des années, qui s'appelait Vanessa, et qui était stripteaseuse. Et je te conseille de découvrir l'inanité, la vacuité de nos moments passés ensemble. Ok. Monterland disait il faut avoir des notions de tout. Donc je t'encourage, non pas à... J'espère que je ne vais pas être envoyé en tôle pour proxénétisme. Je t'encourage à avoir des notions de tout. Hein, comprenne qui pourra. Et tu connais la règle des 3 F. C'est vraiment... Tu connais la règle des 3 F. Des 3 F, ça. Des 3 F, comme François. Des 3 F, ouais. Okay. Tu la connais pas? Non. If it flies, floats or fucks, rent it, don't buy it. Ok.
Donc, si ce phone coaching vous a appris ne serait-ce qu'une seule information utile, rétribuez la personne qui a passé du temps à l'enregistrer, le monter, le mettre en ligne pour vous gratuitement. Ça se fait avec un petit pouce levé. Et quand vous aurez fait ça, browsez, parcourez nos autres petites vidéos sur YouTube et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres phone coaching comme ça mis à votre disposition gratuitement. Et pour en faire des vrais avec moi, que vous avez la liberté de choisir diffusé ou non, ou privé, homme-d'influence.com/VIP, homme-d'influence.com/VIP, un conseil téléphonique comme ceci par semaine.